Cap sur le Myanmar, en Asie du Sud-Est, un pays plongé en pleine crise politique. Lundi dernier, sans crier gare, l'armée procède à un coup d'État alléguant des fraudes électorales massives. Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement civil depuis 2016, est arrêté aux côtés d'autres hauts responsables. Vertement condamné par la communauté internationale, ce putsch militaire est salué par des sympathisants de la mouvance QAnon qui y voient plutôt un exemple à suivre. Alors, Jeff, le lointain Myanmar et la mouvance QAnon, a priori, c'est un peu contre-intuitif, mais dis-nous, comment ont réagi certains sympathisants de QAnon et certains conspirationnistes en voyant ça? Bien, ils ont accueilli le coup d'État les bras ouverts. On a même dit que c'est une bonne chose et on souhaite que ça arrive aux États-Unis. Il faut dire que c'est quand même difficile de ne pas voir les parallèles entre ce qu'avance l'armée birmane et la position du camp de Donald Trump suite à l'élection de novembre. Donc, on avance des fraudes électorales massives, des millions de votes invalides. Et donc, l'armée a décidé de déposer la chef d'État Aung San Suu Kyi en disant qu'elle n'est pas légitime parce que l'élection a été truquée. Eh bien, dans la mouvance QAnon, ce qu'on dit en gros, c'est voici un pays qui agit de la bonne manière. On aurait dû faire ça aux États-Unis. On dit peut-être même que c'est un précurseur que l'armée américaine va s'inspirer de ce qui s'est passé au Myanmar et va procéder à déposer le président Joe Biden. Donc, ça peut sembler surprenant que QAnon s'intéresse à ce qui se passe au Myanmar. Mais on a établi très rapidement des parallèles avec ce qu'ils croient se passer aux États-Unis en ce moment. Oui, puis en plus de ça, Jeff, il y a même l'histoire de Dominion System qui est revenue à la faveur des événements au Myanmar dans le discours des adeptes de QAnon. Oui, bien, tout comme avec l'élection américaine de novembre. Donc, avec l'élection américaine, on avait allégué qu'une entreprise qui s'appelle Dominion Voting Systems, qui crée des machines pour comptabiliser les votes, avait procédé au trucage de l'élection. Il y a une autre entreprise, Smartmatic, où on avait avancé la même chose. Et puis là, on dit qu'au Myanmar, ces entreprises-là ont fait la même chose qu'aux États-Unis. Ils ont truqué le résultat du vote. Ils ont procédé à toutes sortes de manigances pour que Aung San Suu Kyi gagne l'élection. Le problème avec ça, c'est que le Myanmar a fait un vote à l'ancienne, donc des votes papier. Il n'y a pas de machine comme aux États-Unis. Le vote n'est pas enregistré de façon numérique. Donc, ça ne tient pas debout. Bien sûr, QAnon voit des complots partout, voit une cabale pédosatanique partout. Donc, on a tenté d'associer l'administration d'Aung San Suu Kyi à l'administration de l'ancien président Barack Obama et de Hillary Clinton, l'ancienne opposante de Donald Trump, en disant que tout ça, ça fait partie d'une cabale et que ce qui est arrivé au Myanmar, c'est un signal de ce qui s'en vient aux États-Unis encore là, sans offrir aucune preuve. Puis dans tout ça, il y a aussi Facebook. On ne peut pas ne pas en parler. Jeff, un gros véhicule de désinformation au Myanmar. Oui, bien, Facebook avait procédé à faire fermer des comptes associés à l'armée du Myanmar il y a quelques années, des comptes qui auraient peut-être même fomenté la haine envers la minorité Rohingya dans ce pays-là. Et là, l'armée a dit fermer l'accès à Facebook dans le pays pour au moins 7 jours, donc ça irait jusqu'à dimanche. Et ça va être à suivre parce qu'il y a un contrôle de l'information assez massif. Il faut dire qu'au Myanmar, pour beaucoup de gens, Facebook, c'est l'Internet. Donc, les gens utilisent Facebook pour s'envoyer des messages et pour s'informer, mais pas juste comme nous, on fait ici, comme beaucoup de gens utilisent Facebook, mais pour bien des gens au Myanmar, c'est vital. Tout l'Internet passe par Facebook. Là. Ils vont pas sur d'autres sites, ils vont rester dans Facebook. Donc, le fait de fermer Facebook, c'est décrié par beaucoup d'activistes au Myanmar et beaucoup d'organismes internationaux qui disent qu'il y a quand même un danger à essayer de contrôler l'information de cette façon-là. 15 000 kilomètres séparent Washington de Rangoon, principale ville du Myanmar, un pays à peine sorti d'un demi-siècle de régime militaire. Et pourtant, malgré la distance et des contextes très différents, certains discours politiques se ressemblent. Au Myanmar, le parti soutenu par l'armée a subi une cuisante défaite aux élections générales de novembre dernier. Et depuis, là-bas aussi, le refrain de la fraude électorale massive se fait entendre sur fond de désinformation. Jean-François Rancourt, bonjour, bienvenue au Décrypteur. Bonjour. Vous vous êtes rendu sur place au Myanmar à quelques reprises déjà, 2014, 2018, 2020. Vous connaissez bien le pays. Dites-nous, est-ce que ça vous surprend ce qui s'est produit au cours de la dernière semaine là-bas? Et si on prend ça avec l'angle de la désinformation, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ben, pour répondre d'abord, niveau surprise, je vous dirais que c'est une demi-surprise à quelque part. Il y a eu des signes avant-coureurs qu'un coup pouvait être mis en place. On a eu justement des communications par rapport à ça la semaine dernière, comme quoi les militaires menaçaient de le faire. Donc, disons qu'on l'anticipait un peu, mais on espérait quand même peut-être un peu naïvement que ça ne se produirait pas. Au niveau de la désinformation, une des choses justement, c'est par rapport à ce qui a été dit sur les intentions des militaires. Il y a eu évidemment bon, les communiqués officiels, mais il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport à la situation interne au Myanmar et souvent c'est assez contradictoire. Et cette désinformation, elle est attribuable à qui au juste? À l'armée elle-même directement? Effectivement, oui, l'armée est très engagée dans la désinformation sur les réseaux sociaux. On sait qu'ils ont littéralement un bureau qui travaille à publier des choses sur Internet, à mettre en place des réseaux de faux comptes. Même si ces comptes se font bloquer, elles trouvent souvent le moyen d'en créer des nouveaux et de s'attirer à nouveau une grande base d'utilisateurs qui les suivent et qui relaient ensuite ces informations erronées. Donc, on comprend que l'élection du mois de novembre s'était soldée par une défaite cuisante du parti soutenu par les militaires. Comment, dans ce cas-là, la désinformation s'est progressivement mise en place, selon vous? Ce qu'on a vu dans les messages des militaires ressemblait énormément au discours qui a été propagé chez nos voisins du Sud aux États-Unis. On se souvient que Donald Trump qui disait que les élections étaient une énorme fraude. C'est exactement le message que les militaires ont lancé suite aux élections de novembre dernier au Myanmar. Ils ont affirmé qu'il y avait près d'une dizaine de millions de bulletins de vote qui étaient erronés, alors que, disons qu'au point de vue des observateurs internationaux, il y a eu une déclaration récemment de l'Union européenne qui statuait que 95 des organismes qui ont observé les élections jugent qu'elles étaient bonnes ou très bonnes. Donc, il n'y a absolument rien qui vient confirmer ces affirmations-là des militaires. Donc oui, les réseaux sociaux sont porteurs de cette désinformation, M. Rancourt, mais en contrepartie, ils offrent une possibilité de mobilisation, non, pour ceux qui s'opposent aux militaires et à la désinformation. Qu'est-ce que vous observez à ce chapitre-là? Oui, c'est une nouvelle variable, en fait, dans l'histoire du Myanmar. C'est pas la première fois qu'il y a un coup d'État militaire, malheureusement, mais c'est la première fois que ça se produit dans un contexte où les médias sociaux ont largement pénétré la population. Juste pour vous illustrer un peu, en 2001, seulement 1 de la population au pays avait accès à Internet. Aujourd'hui, en 2020, plutôt, on parlait de 41 de la population. C'est incroyable comme hausse. Et donc, on l'a vu dans les précédents jours, un mouvement de résistance civile s'est organisé. Lorsque le couvre-feu tombe à 20 heures, parce que maintenant il y a un couvre-feu sur tout le pays, les gens sortent et tapent sur leur casserole, font du bruit, klaxonnent avec leur voiture. Mais si les gens ont pu commencer à répandre ce mouvement-là, c'est notamment grâce aux réseaux sociaux qui leur ont permis de créer des groupes, de répandre les messages. Il y a énormément de hashtags et de messages qui sont rediffusés des milliers de fois en ce moment. Les plateformes des réseaux sociaux sont vraiment ce qui garde les gens connectés, mais le risque, c'est que les militaires décident à nouveau de couper les communications Internet comme elles l'ont fait le premier jour du coup d'État. M. Rancourt, merci pour ces explications et on se dit à une prochaine au Décrypteur. Au revoir. Au revoir.